Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à cette présentation des Curieux quantiques. Très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Mon nom est Justin Lefebvre, je suis au développement des partenariats à l'Institut quantique, aussi coordonnateur de la plateforme de calcul quantique. Et aujourd'hui, je vais être l'animateur de cette rencontre qui se promet d'être fort fascinante avec Louis Taillefer. Donc, on va parler matériaux quantiques. Mais avant de vous présenter notre invité d'aujourd'hui, laissez-moi vous rappeler que si vous n'êtes pas déjà abonné à notre liste d'envoi pour les curieux quantiques, vous pouvez trouver l'adresse courriel où vous abonnez dans le chat actuellement. Donc, n'hésitez pas, vous recevrez en vous abonnant donc l'infolettre trimestrielle et évidemment l'invitation aux différentes activités de curieux quantiques. Donc, sans plus tarder, plongeons dans le vif du sujet. Notre invité aujourd'hui, Louis Taillefer, est professeur au département de physique de l'Université de Sherbrooke et membre de l'Institut quantique. Il est titulaire de la chaire de recherche du Canada en matériaux quantiques et il dirige une équipe de recherche spécialisée dans les supraconducteurs et les électrons corrélés à très basse température et à champ magnétique intense. Il a reçu de nombreux prix et distinctions, incluant le Simon Memorial Prize en 2017, un prix international prestigieux en recherche pour la physique à basse température, ainsi que le prix Kamerlingh-Onnes en supraconductivité en 2018 pour ses études fondamentales dans les supraconducteurs à fermions lourds et les cuprates par mesure de transport sous champ magnétique. En 2021, ça c'est il y a quelques semaines à peine, il a été nommé Fellow de la Royal Society de Londres. En tant que directeur de 1998 à 2019, puis co-directeur depuis 2019 du programme de matériaux quantiques de CIFAR, Louis Taillefer encourage la recherche collaborative à l'international. Ce programme donne lieu à un réseau interactif rassemblant des chercheurs et des chercheuses du Canada, de l'Asie, de l'Europe et des États-Unis afin d'explorer et de comprendre des phénomènes à la frontière des sciences quantiques, comme la supraconductivité à haute température, la protection topologique, le magnétisme frustré et la dissipation planckienne. Alors, déjà, ça met la table, Louis. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Oh, on t'entend pas. Oui, c'est un plaisir. Eh bien, par où commencer avec tout un parcours comme ça? En fait, je pense que j'irai peut-être avec une première question justement sur le parcours. Est-ce que tu pourrais nous rappeler ton parcours, peut-être, parce que bon, c'est les grandes lignes, mais peut-être nous dresser un portrait plus largement de ce qui t'a amené comme cheminement là, jusqu'à la physique, jusqu'à aujourd'hui à avoir parcouru tout ce chemin-là. Qu'est-ce qui a motivé ce chemin-là? Je serais curieux d'entendre donc à propos de ce parcours que je dirais inhabituel là, d'un physicien. Ben oui, c'est un parcours avec plusieurs méandres, je dirais. Euh, Rendu au cégep, j'étais tanné des bancs d'école. J'ai décidé d'arrêter. J'ai pris, j'allais travailler sur une ferme. Ça, c'était une expérience extraordinaire. Moi, j'étais un gars de la ville. J'arrive d'un canton de l'Est. De là vient mon amour pour la région, d'ailleurs. Euh, Là, ben, j'ai passé une année extraordinaire à labourer les champs, réparer des tracteurs, tondre des moutons, traire des vaches, bûcher du bois. Mais à la fin de l'année, je commençais à avoir il y a quelque chose qui ressemble un peu à un côté philosophique de la vie qui me manquait. Qui- Fait que j'ai décidé de retourner au cégep, donc de compléter mon cégep à ce moment-là. Puis à la fin du cégep, je dois dire que ce qui m'avait le plus enchanté, c'était en fait le théâtre, donc l'activité parascolaire, le théâtre. Je ne savais pas trop dans quelle direction me diriger après ça. Je voulais aller à l'université, oui, en principe. Euh, Puis, pas mal par hasard, je dirais, par un processus assez aléatoire, je me suis ramassé en génie minier à l'Université McGill. J'ai vite réalisé que je n'étais pas à ma place. Je chantais que c'était trop appliqué pour moi, le génie minier. Donc, c'est vraiment par intuition que je me suis dit, bon, je vais aller un peu plus vers la science que le génie. Puis donc, j'ai évolué vers la géophysique, qui était un de mes cours à l'époque. Puis donc là, j'étais en géologie à la faculté des sciences. Puis là, je me rendais compte que ce qui m'attirait plus, c'était le côté physique de la géophysique. Et encore une fois, le côté peut-être un peu plus grande question philosophique sur l'univers, etc. Donc, j'ai fini par faire un bac en physique à l'Université McGill. Après ça, après ces 3 années-là, j'étais pas non plus très. Je savais pas très bien ce que j'allais faire avec ça, un bac en physique. Puis je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont dans cette situation-là.
mais bon, je me dis, je vais continuer sur la piste académique pour voir. Puis encore une fois, vraiment par hasard, je me suis ramassé à l'Université de Cambridge, en Angleterre. Je pense que l'attrait principal, c'était de voyager. Je n'étais jamais allé en Europe, donc jeune dans la vingtaine, j'avais le goût de voir le monde. Donc, j'étais allé à Cambridge. Et là, après, dans un groupe de recherche, et puis là, je dirais qu'après 8 mois environ, j'avais des grands doutes sur le sens que ça avait de faire ce que je faisais. Donc, comment on donne un sens à la recherche, ce n'était pas du tout évident pour moi. Puis encore une fois, j'ai eu des étudiants moi-même qui se posaient exactement les mêmes questions. Donc, je comprends vraiment, à un moment donné, on a une soif de connecter ce qu'on fait avec un sens plus grand. Tu sais. Mais là, mon superviseur, Gil Lanzarich à Cambridge, vraiment, je le remercie parce que tout de suite, il a dit, regarde, oublie ton projet actuel, travaille avec moi sur ce qui me fascine le plus en ce moment. Puis c'était essentiellement la question suivante, c'est qu'est-ce que les électrons, donc dans les matériaux, qu'est-ce que les électrons peuvent faire quand on pousse leur interaction au maximum? L'idée, c'est que les électrons, il y en a 10 à la 23 là, dans un morceau de métal. Fait que quand tu commences à se parler et à coopérer, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Fait que ça, je trouve ça intéressant comme piste. OK, on va essayer de pousser au maximum les interactions entre les électrons, puis voir quelles nouvelles propriétés, nouveaux états de la matière peuvent apparaître. Puis, donc ça m'a raccroché. Puis je dois dire que j'ai vraiment eu la piqûre. Je me suis vraiment senti à un endroit qui correspondait qui suscitait une passion. Lors d'une expérience, je me rappelle très bien, à Cambridge, où là, j'étais tout seul dans mon labo, littéralement dans une cage, en fait, dans une boîte de métal. Ça s'appelle une cage de Faraday. Ils mettent ça autour des aimants et des réfrigérateurs pour écranter le bruit qui vient de l'extérieur. J'étais dans ma boîte de Faraday. Je venais de faire croître mes propres cristaux. Donc, j'avais joué à l'alchimiste des temps modernes pour faire un alliage d'uranium et de platine. Une tasse d'uranium, 3 tasses de platine. Puis j'ai fondu tout ça pour produire des cristaux. Et là, je mesurais les propriétés de mon cristal, uranium platine 3. Puis c'était perçu comme potentiellement le matériau de tous les matériaux à l'époque, je parle des années 80, qui avait les plus grandes interactions, les plus fortes interactions entre les électrons. C'était le candidat par excellence que tout le monde, en fait, sur la planète, regardait avec grande curiosité. Puis nous, on avait décidé de mesurer directement le degré d'interaction entre les électrons en mesurant la vitesse, en fait. Ça veut dire que les électrons dans un métal, ça bouge à une certaine vitesse, puis dans certains métaux, ça bouge plus vite que d'autres. Plus les interactions sont fortes, plus les électrons ralentissent, en fait. Donc, si tu peux mesurer la vitesse, on parle aussi de la masse. C'est comme la vitesse et la masse, c'est un peu la même chose, c'est deux concepts reliés. Ça va te donner une mesure du degré d'interaction. Donc, moi, mon projet, c'était de mesurer ça via une observation qui est l'une des plus belles mesures qu'on peut faire en tant qu'expérimentateur dans un laboratoire de basse température, de champ magnétique. C'est ce qu'on appelle les oscillations quantiques. Donc, le mot quantique apparaît. Donc, oscillation quantique, c'est tout simplement le fait que si on mesure une propriété d'un métal, mettons la résistance électrique, c'est à peu près la propriété la plus simple. Le métal, ça transporte l'électricité. On mesure la résistance au courant électrique. On mesure ça, puis on fait varier le champ magnétique dans une bobine, on augmente le courant, un électroaimant, le champ magnétique augmente. Puis là, il y a des petites oscillations qui apparaissent, tout petites, dans la résistance. Puis ces oscillations-là, c'est tellement beau, c'est les oscillations qu'on voit à l'œil nu, là, sont directement reliées, donc la fréquence des oscillations est directement reliée à la longueur d'onde des électrons. Puis ça c'est pas plus quantique que ça. À la base du quantique, tu as l'idée qu'une particule est aussi une onde. Un électron, c'est une particule, tout le monde sait ça, avec une charge, une masse, un spin, mais c'est aussi une onde. Puis le caractère ondulatoire, il est révélé mais directement dans le caractère ondulatoire des oscillations quantiques. Donc ça, c'est vraiment très beau, on touche directement au quantique. Puis avec ces oscillations quantiques-là, lorsqu'on les voit, puis ça, c'est un challenge, c'est difficile, c'est tout petit. Lorsqu'on les voit, on peut mesurer la vitesse. Là, j'ai mesuré les vitesses les plus basses jamais observées, ou les masses les plus élevées dans un métal. Donc, effectivement, on avait un matériau
espèce de matériau extrême là, d'interaction électronique. Fait que ça, cette expérience-là, c'était génial. J'ai adoré ça. Puis là, j'ai juste voulu, durant toute ma carrière, regoûter à ça, le trip de découvrir quelque chose, de voir quelque chose qui n'a jamais été vu. Tu étais là dans ton labo, tu le vois direct, les électrons te parlent pour la première fois dans ce matériau-là. Puis là, dans le fond, depuis qu'on a commencé à se jaser ça, tu nous as parlé de théâtre, tu nous as parlé de philosophie, tu nous as parlé de science, qui sont toutes des voies, dans le fond, pour essayer de comprendre la nature humaine aussi, la nature la nature de la nature, là, littéralement. Euh, Ce que je comprends, c'est que c'est la science, finalement, qui a été ta voie pour creuser la compréhension de tout ça, d'aller plus loin. Est-ce que tu as trouvé? Ah, ben, c'est. J'ai trouvé ma voie, oui, ça s'est confirmé. Même si au début, on a des doutes, hein, comme jeune étudiant, même si on est accroché, on se sent un peu imposteur, parce qu'on travaille avec des gens que, moi, mon superviseur, je le décrirais comme un génie. C'est sûr qu'à côté de lui, là-haut, c'est tout petit. Donc, les jeunes qui se lancent là-dedans, c'est normal, là, qui se sentent un peu intimidés, ils se sentent un peu imposteurs. Mais ça, la façon de s'en sortir, à mon avis, c'est de réaliser qu'il y a autant de façons d'être un scientifique qu'il y a d'individus, puis chacun a sa façon et son intuition particulière. Puis c'est ça, finalement, qui nous amène à des découvertes scientifiques, c'est l'intuition. Donc, oui, j'ai découvert ma passion, puis c'est une passion qui est pour la science fondamentale. Donc, science fondamentale, c'est une passion humaine de tous les temps. C'est une aventure millénaire, l'exploration du monde. On peut juste imaginer, par exemple, au début du siècle dernier, donc des années 1905, 10, là, au début du monde quantique, quand le quantique est né, le concept de quantum, ça remonte à Planck, c'est le premier qui a conçu ça. Le quantum, après ça Einstein, donc c'est vraiment le début du 20e siècle. Mais au début du 20e siècle, il y a un fameux Kamerlingh Onnes, cet Hollandais, qui était dans son labo, puis qui était le premier dans une course mondiale à liquéfier l'hélium. Donc, il a liquéfié l'hélium, qui est en fait un liquide qu'on appelle quantique parce qu'il ne solidifie jamais jusqu'à température absolue de zéro. Et là, ben, il était chanceux, il avait ça dans son labo, lui, de l'hélium liquide. Donc, c'est une nouvelle frontière, il pouvait explorer. Mais qu'est-ce qui arrive quand on met des matériaux là-dedans? Même juste un métal, tu mets un métal tu refroidis ça à 4 degrés Kelvin, moins 270 degrés Celsius, très proche du zéro absolu. Qu'est-ce qui arrive? Est-ce que les électrons ils figent? Est-ce qu'ils arrêtent? Est-ce que l'électricité ne circule plus? Il y a des grandes questions. Écoute, ça faisait 10 ans qu'il y avait le concept de quantum. L'électron avait été inventé 13 ans plus tôt. Il était vraiment au début. Là. Fait que lui, il dit, OK, on va regarder, on mesure la résistivité, puis c'est lui qui a découvert la supraconductivité. Imagine, résistance tombe à zéro. Zéro. Complètement. Avec quel matériau il a trouvé la Le supraconductivité? mercure. Le Le mercure, mercure. OK. ouais, le mercure qui est liquide à l'ambiance, mais quand tu le refroidis un peu, ça gèle. Il a mis des contacts là-dedans, des fils. Il a mesuré la résistance à 4 degrés, là, exactement au point de liquéfaction de l'hélium. Tac, la résistivité tombe. La résistance tombe à zéro, complètement à zéro. Il ne comprenait pas. Le fil de cassé, quelque chose. Ils ont recommencé. Non, résistance zéro. Il venait de découvrir la supraconductivité. Ça a pris 50 ans pour comprendre. C'était quoi ça? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est complètement fascinant. Là. Donc, c'est ce genre d'affaires-là qui nous fait triper. Tu vas tomber sur un phénomène complètement nouveau que personne n'a jamais vu. C'est ça les découvertes, c'est ça la science fondamentale. C'est sûr qu'après ça, on se demande, ben, ça peut servir à quelque chose? Puis souvent, oui, les supraconducteurs, ça sert à quelque chose. Tout ça, finalement, mais en amont de tout ça, il y a des découvertes, des frontières du monde connu. Puis là, je vais essayer d'entrer dans ta tête. OK? Tantôt, tu nous parlais d'électrons, que la dualité, bon, onde-particule. Souvent, on dit, bon, on considère plus l'électron ou on l'aborde plus sous forme de la particule parce que, bon, il y a sa masse, il y a ses propriétés de particules, mais on peut aussi le considérer comme une onde. De quoi ça a l'air un électron dans ta tête? Au sens où, on le sait, c'est très difficile d'expliquer le quantique comme il n'y a pas d'équivalent dans notre monde macroscopique classique.
Mais en même temps, est-ce qu'il y a une représentation? Moi, c'est toujours la question que je me pose, là, les gens qui font de la science extrêmement poussée comme ça, qu'est-ce que c'est la représentation de ces phénomènes-là qui, dans le fond, sont beaucoup plus faciles à décrire mathématiquement, éventuellement à mesurer en laboratoire, mais est-ce qu'il y a une représentation visuelle qui se fait? Est-ce qu'il y a une couleur associée ou est-ce que c'est strictement des équations mathématiques? Ah non, non, nous autres, on a une image de ça, les électrons. C'est sûr que pour moi, c'est quand même l'image particule qu'on utilise le plus. Là où le caractère ondulatoire devient très, très évident, c'est que nous, on ne pense pas à des électrons dans le vide, on pense à des électrons dans un environnement. L'environnement, c'est un solide. Un solide, c'est quoi? C'est des atomes qui sont disposés périodiquement. Hein? Donc, n'importe quel le silicium qui est à la base de toute l'information, de toute la technologie de l'information, le diamant, le graphite, tous ces matériaux-là, les atomes sont disposés de façon périodique. Puis, la longueur d'onde de l'électron intervient en particulier quand elle est directement reliée à la périodicité du réseau d'atomes, par exemple. Okay, ça c'est important. C'est ça, en fait, qui fait la différence entre un métal et un isolant. Il y a deux grandes catégories de matériaux. Soit tu as un métal, soit tu as un isolant. Un semi-conducteur, c'est un isolant, dans le fond. Fait que pourquoi tu as ça? Tu as des électrons, tu as des atomes. Pourquoi? Ben, en fait, c'est à cause de cette question de période, de longueur d'onde qui match la périodicité, etc. Mais, on pense en termes de vitesse, de masse de l'électron et aussi toute la question des interactions. D'autres, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est qu'est-ce qui renforce les interactions? Puisque si sont pas, les électrons sont paresseux. S'ils ne sont pas obligés, il n'y a pas d'interaction, ils circulent librement, ils ne font rien. Ils vont juste faire c'est comme le cuivre, un fil de cuivre. C'est pratique, mais il ne se passe pas grand-chose dans un fil de cuivre. Puis, dans le fond, dans un supraconducteur, si je comprends bien, les électrons vont voyager par paires. Qu'est-ce qui fait en sorte que ces paires-là se forment, puis qu'en voyageant par paires, ben là, la résistance du matériau tombe nulle? Ah ben écoute, là, c'est ça, la supraconductivité, je disais, ça a pris 50 ans pour comprendre, mais c'est un peu une des raisons, c'est que c'est tellement contre-intuitif. Tu sais, un électron, ça a une charge. On dit que c'est une charge négative par convention. Mais un autre électron a la même charge, sont identiques. Puis deux charges pareilles, deux charges négatives, se repoussent très fortement. Donc, il y a une grande répulsion. Pourquoi est-ce que deux électrons décideraient de se mettre en paire, de se relier puis de former une paire? Mais ça dépend de l'environnement, justement. C'est ça que les trois chercheurs qui ont finalement élucidé le phénomène de la supraconductivité, ces trois Américains, Bardeen, Cooper et Schrieffer, ils ont compris ça. C'est la clé du mystère. Tu sais, Einstein s'était cassé les dents sur le problème de la supraconductivité, Feynman aussi. Tous les grands essayaient de comprendre, dire comment ça marche, cette affaire-là. C'est ces trois-là qui ont trouvé la clé. La clé venait de l'idée de formation de paires. Tu as deux électrons qui s'attirent par l'intermédiaire du réseau. Parce qu'en fait, le réseau, les électrons ont les charges négatives, mais le réseau, lui, a les charges positives. L'électron est attiré aux charges positives. Fait que s'il passe dans le réseau puis polarise temporairement une charge positive ici, alors ça, il s'en va, bien, l'autre, il arrive puis il voit, tiens, il y a une charge positive ici, moi, je suis attiré par ça. Fait que par le biais de la polarisation du réseau, les deux électrons se suivent, puis ils forment une paire. Puis, après ça, il y a la question du spin. Il s'avère que les électrons, c'est un spin, c'est ça qui donne le magnétisme aux propriétés. Puis les spins dans une paire, typiquement, sont antiparallèles. Il y a un électron qui a un spin comme ça, puis un électron qui a un spin comme ça. Fait que ça, c'est une paire qu'on appelle une paire de Cooper, d'après Leon Cooper qui a eu cette idée-là, finalement. Ouais. Puis là, dans le fond, bon, les matériaux quantiques, j'imagine que le plus célèbre, c'est les supraconducteurs, ou les plus célèbres, c'est les supraconducteurs. Qu'est-ce qui définit un matériau quantique versus un matériau qui ne serait pas quantique? Oui, c'est ça. C'est un mot qu'on a inventé. C'est au Canada qu'on a inventé ça autour des années 2000. Là, j'étais justement à l'époque directeur de ce programme-là, le matériau quantique, qui s'appelait supraconductivité à l'époque. Puis on voulait élargir le champ beaucoup au-delà des supraconducteurs, parce qu'il y a d'autres phénomènes fascinants qui sont reliés ou pas. Puis on voulait trouver un bon mot pour ça. Puis c'est un mot qui a vraiment catché, qui est adopté partout maintenant dans le monde. Mais
Donc, différentes personnes vont avoir différentes définitions. Pour moi, la définition, c'est la frontière du connu dans le comportement des électrons. C'est ça. Puis c'est à cette frontière-là, on découvre des nouvelles propriétés, mais tout le temps. Fait que la supraconductivité, on ne peut pas dire que c'est nouveau, ça a été découvert en 2011, sauf qu'il y a des nouveaux types de supraconductivité. Puis entre autres, moi, une des grandes joies là, de ma recherche, après Cambridge, je suis allé à Grenoble faire un postdoc. J'ai apporté mes cristaux avec moi, mes bons cristaux, qui s'avéraient à l'époque être les meilleurs au monde, les plus purs, par magie, par hasard, je ne sais pas. Puis ces cristaux, je continuais d'étudier ces cristaux-là, les sonder de différentes façons. Puis on a découvert à Grenoble qu'il n'y avait pas une supraconductivité, une transition vers la supraconductivité. Il n'y avait pas un état supraconducteur, mais plusieurs. Ça, c'était complètement nouveau. Ça n'avait jamais été vu. Donc, c'est un nouveau type de supraconductivité. Je ne sais pas si on pourrait dire encounter of the third kind, mais ça faisait ça. C'était comme, oh, une nouvelle supraconductivité. C'est toujours tout petit. Hein? Au début, une découverte, c'est pas genre les trompettes qui partent tout de suite, là, puis ça y est, ça, c'est une grande découverte. Non, tu vois une petite affaire, tu remarques, tiens, la courbe n'est pas droite, pourquoi? Là, tu regardes plus fine, mais en fait, c'est pas juste que la courbe n'est pas droite, c'est qu'il y a deux courbes. T'sais. Là, tu raffines ton affaire, oh, ouais, il y a une cassure. Pourquoi c'est une cassure? Tu fouilles, tu grattes plusieurs transitions, puis là, ça sort. T'sais. Fait que, comme c'est rarement prédit, ces affaires-là, mais c'est aux expérimentateurs dans le labo d'avoir l'œil ouvert, puis d'être curieux, puis d'aller chercher, puis creuser. Fait que ça, c'est un. Ouais, ben de là l'intuition dont tu parlais tout à l'heure. Oui, exact. Exactement. Mais donc, la supraconductivité, je dirais que c'est certainement la propriété la plus spectaculaire d'un matériau quantique. C'est quand même magique de dire que le courant électrique circule parfaitement. T'sais. Le mot parfait, là, le mot parfait dans la nature, c'est rare. C'est rare. Puis là, c'est vraiment parfait. C'est 0,00, toutes les zéros que tu voudras. Il n'y en a pas de résistance. Ce qui fait que, ça, c'est une propriété éminemment quantique. On parle d'un état quantique macroscopique. Donc, les 10 à la 23 électrons se mettent en paire, puis là, le courant circule sans aucune perte d'énergie. Fait que ça, c'est du mouvement perpétuel. Il y a vraiment quelque chose de quasiment magique là-dedans, de fascinant, de spectaculaire. Mais il y a d'autres propriétés de matériaux quantiques. Tout le temps, un exemple, par exemple, c'est qu'il s'avère que dans certains matériaux où la densité d'électrons est faible, il n'y a pas beaucoup d'électrons, mais on les confine en deux dimensions. Donc, leur mouvement est strictement en 2D. Puis on leur fout un grand champ magnétique. Quand tu fais ça, tu obtiens quelque chose, un état, un nouvel état de la matière, où les électrons, au lieu de faire d'être une particule bien définie qui circule, qui transporte une charge de 1, de E, okay, de moins E, c'est l'unité de charge, bien là, les quasi-particules, les nouvelles particules qui caractérisent cet état-là, ont une charge fractionnalisée. Donc, on parle de fractionnalisation de l'électron. Puis là, la charge, en fait, c'est un tiers de la charge de l'électron. Ça, c'est un état fascinant. C'est l'état de l'effet Hall quantique fractionnaire. Prix Nobel pour la découverte, prix Nobel pour la théorie. Ça, c'est un autre exemple de qu'est-ce que les électrons peuvent faire quand ils interagissent, quand ils sont confinés. Puis ça, dans le fond, les quasi-particules, elles sont quasi parce qu'on n'est pas capable de les mesurer, mais on est capable de les décrire. Est-ce que c'est ce que je comprends? On les décrit mathématiquement, on est capable de mesurer des effets peut-être, mais sans nécessairement les mesurer directement. C'est un petit peu ça, effectivement. Donc, il faut avoir une théorie qui te dit, ben, dans cet état-là, les briques de cet état-là, les fondements de cet état-là. Tu sais, nous, la matière, c'est pareil, les électrons, tu peux les voir, les électrons, ben, les voir. Qu'est-ce que tu veux dire? On ne prend pas une photo, on les mesure, on fait des mesures, on interprète nos mesures. Mais là, c'est pareil. Tu interprètes des mesures, puis tu te rends compte que si tu intentes d'interpréter tes mesures avec une théorie en termes d'électrons standards, là, ça ne marche pas pour tout. Tu te rends compte qu'il y a une théorie qui marche très bien, puis qui évoque des tiers de charge.
C'est sûr que c'est un lien étroit entre la théorie et l'expérimental. Ça, c'est le propre de la physique. La physique, c'est vraiment le lien étroit entre théorie et expérience. Puis maintenant, ben, à la frontière des matériaux quantiques, maintenant, il y a d'autres prédictions théoriques, de nouvelles parts d'excitation ou de quasi-particules, un peu tout le temps, en fait. Puis là, on est à la recherche de ces quasi-particules-là, dont certaines pourraient avoir des propriétés vraiment nouvelles. Puis, tantôt, tu parlais d'isolants en 2D, enfin, je m'excuse, de matériaux en 2D où on peut faire circuler justement les électrons, donc un conducteur entre deux isolants. Donc, est-ce que c'est ça qu'on appelle les matériaux topologiques? Il y a des matériaux topologiques, ils n'ont pas besoin d'être en 2D. Donc, 2D, c'est un aspect. Les matériaux topologiques, il y a différents types, mais ça, c'est une découverte des dernières années. Là, il y a eu le prix Nobel, je pense, en 2016 pour le concept de topologie. C'est comme un nouveau concept qui s'est rajouté aux outils, je dirais, théoriques des physiciens. Le côté 2D, on peut se demander, les matériaux, il y a des millions de possibilités. Là. Il y a des. Tu as le tableau périodique, c'est ton point de départ. Tu as une centaine d'éléments là-dedans. Après ça, tu peux les arranger comme tu veux, dans les combinaisons que tu veux, dans les structures périodiques que tu veux, en cube, en hexagone, en empilement 2D, en 1D, en 3D. Fait qu'on peut se demander, mais là, c'est infini le nombre de possibilités. C'est un des trucs qui est fascinant. Nous autres, c'est quasiment quotidien. Là. Ah, oh, un nouveau matériau vient de découvrir. Ah, oh, un nouveau matériau. Quelqu'un, quelque part dans le monde, a pondu une nouvelle combinaison. La question, c'est pas tellement as-tu un nouveau matériau, mais quelles sont les propriétés nouvelles de ce matériau-là? Puis quand on cherche ça, il faut suivre un peu une piste. Puis tu vois, une piste, pour moi, c'est la piste des interactions entre les électrons. Si on cherche à maximiser les interactions, parce que le potentiel de nouveauté est plus fort, ben, une chose qu'on peut faire, c'est, par exemple, choisir chaque atome, on parle d'orbital atomique, c'est ça qui définit le tableau périodique. Il y a des orbitales S, P, D, F. Puis quand on tombe dans les éléments plus lourds, il y a des électrons de type F. Donc 4F ou 5F, ces orbitales-là. Elles sont très confinées autour de l'atome. Typiquement, elles restent confinées autour de l'atome, mais elles circulent. Les électrons F ne circulent pas. Ils ne contribuent pas au transport électrique, aux propriétés du métal, autrement dit. Mais si on les rapproche un peu, là, ils commencent à faire un pont, puis ils commencent à se déplacer. Mais c'était juste à la limite du déplacement, mais tu vas avoir des corrélations très fortes. Parce qu'ils vont être un peu comme contraints dans leur mouvement. On va être à l'opposé du cuivre, où là, ils circulent très librement. Là, ils vont être contraints. Puis l'uranium platine 3, dont je parlais tout à l'heure, où les masses sont énormes, les vitesses sont très, très faibles, ben, c'est un exemple d'électron 5F. Donc, ça, c'est une piste. Ouais. Je peux dire, ben, moi, je vais partir avec cette piste-là. Une autre piste, c'est 2D. Il s'avère que dans les dernières années, là, les matériaux les plus fascinants sont presque tous des matériaux 2D. Donc, parce que quand tu limites, ça, c'est comme des millefeuilles, c'est-à-dire que tu fais un plan dans lequel les électrons circulent, mais ils ne peuvent pas circuler en dehors du plan. Tu fais des millefeuilles où ça circule mal là, dans la direction verticale, si tu veux. Donc, ça confine. Puis qui dit confinement, ben, dit plus de contraintes, dit plus de créativité pour les électrons de s'en sortir dans un sens. Puis, c'est sûr que peut-être l'exemple, l'archétype du matériau quantique, je dirais, c'est les cuprates, ce qu'on appelle les cuprates, c'est des oxydes de cuivre. A priori, c'est simple, c'est juste un plan de cuivre et d'oxygène, CuO2, donc une tasse de cuivre, 2 tasses d'oxygène, si on veut. Puis ça fait des plans, puis dans ces plans-là, les électrons circulent, puis après ça, tu les empiles. Et ça c'est incroyable parce que ces matériaux-là, un peu pour la première fois dans l'histoire, permettent facilement de faire varier la densité d'électrons dans le plan. Tu peux aller, mettons, de 1 électron par cuivre, puis là, surprise, tu as un isolant. A priori, il devrait circuler, mais non, il ne circule pas, les électrons. Quand il y en a un par cuivre, ça fige. Une espèce d'embouteillage massif, il n'y a plus rien qui bouge, ça fait un isolant. Si tu en enlèves, tu fais des trous, là, OK, ça commence à recirculer, puis tu as un métal. Puis entre les deux, tu as le meilleur supraconducteur qui existe.
Donc, ça a fasciné le monde quand ça a été découvert dans les années 80. Qu'est-ce que c'est que ces matériaux-là qui vivent entre un isolant et un métal, qui sont les meilleurs supraconducteurs, avec une température critique qui atteint, là, qui arrive à peu près à mi-chemin entre le zéro absolu et la température ambiante. Donc, on a un facteur, tu sais, la température critique en dessous de laquelle la supraconductivité apparaît. La supraconductivité, c'est encore un phénomène de basse température. Ces jours-ci, à combien on est rendu là, le plus chaud supraconducteur Ben là, connu? ce qui est fou, c'est quand même fou, c'est que dans les dernières années, les physiciens ont découvert, c'était prédit théoriquement en fait, mais ils ont découvert que si tu prends l'hydrogène, c'est compliqué, l'hydrogène, c'est le gaz, c'est l'élément le plus simple. Numéro 1 dans le tableau périodique, c'est un gaz. Tu comprimes ça, mais avec des pressions méga, genre des pressions comme l'intérieur de la Terre, ça fait un métal. Okay? Ça fait un métal. Puis ce métal-là, il est supraconducteur. Puis ce supraconducteur-là, il t'offre jusqu'à l'ambiance. C'est-tu incroyable? Mais ça a été découvert les dernières années, là, les 3-4 dernières années. Donc, c'est température ambiante, mais à des pressions inimaginables d'un point de vue. On a perdu sur l'autre axe. Ouais. On est à l'ambiance en température, mais on est loin d'être à l'ambiance en pression, par exemple. Mais donc, à pression ambiante, donc tu peux l'avoir dans la pièce là, sans mettre une pression du feu de Dieu. Ben, c'est encore les cuprates qui ont le record. Puis là, c'est ça, c'est 150 à peu près, là, 160 Kelvin. Donc, à mi-chemin à température. Un facteur 2, puis là, on a un supra sous ton bureau. Ah! C'est encore un grand rêve. C'est encore un grand rêve. Mais c'est des matériaux qui ont toutes sortes de propriétés complètement fascinantes. Là, nous autres, en ce moment, là, si je parle de ce qui me fait triper en ce moment, c'est qu'on, dans ces matériaux-là, on découvre, on touche à quelque chose qui ressemble à une nouvelle loi quantique, une espèce de limite sur le temps qu'un électron peut prendre en deux collisions. Quand on estime ce temps-là, quand on le mesure, le temps est donné par la constante de Planck. Puis la constante de Planck, on retourne à M. Planck au 20e siècle, voire 19e siècle, M. Planck, c'est lui qui a inventé le concept du quantum. Donc, quand tu dis, qui dit quantique dit constante de Planck, là, H bar qu'on appelle. Puis ça, ben, c'est mystérieux. Pourquoi est-ce que ce temps-là est donné par la constante de Planck? Là, il y a toutes sortes de théories sur comment ça se passe, cette affaire-là. Il y a même des théoriciens qui font des liens avec la physique des trous noirs, parce que là aussi, ils trouvent une constante de temps qui ressemble à la constante de Planck. Donc, on touche à un domaine qui s'appelle la dissipation planckienne. Tu as mentionné le mot tantôt. C'est un de nos dadas en ce moment. C'est une frontière qu'on explore dans ces matériaux-là. Et puis, comment ça va avec le principe d'incertitude? Parce que quand on connaît bien le temps, il y a d'autres éléments qu'on va moins bien connaître. Donc, qu'est-ce que c'est l'approche pour justement être capable de circonscrire et de se limiter à ce facteur-là qui est sous étude finalement? Bonne question. Ben, c'est ça. Quand on pense dans les cours de mécanique quantique, là, quand on pense aux grands principes quantiques en termes simples, là, ben, il y a des choses comme la dualité onde-particule, on en a parlé. Il y a le concept d'une fonction d'onde. On n'entrera peut-être pas là-dedans, mais la supraconductivité est décrite par une fonction d'onde. Et il y a aussi le principe d'incertitude d'Eisenberg, auquel tu fais allusion, qui peut relier la vitesse et la position. Okay? Tu ne peux pas connaître parfaitement la vitesse d'une particule et parfaitement sa position. Okay? Il y a une incertitude sur le produit des deux, si tu veux. Puis, il y a aussi un principe d'incertitude sur le temps et l'énergie. Donc là, dans ce cas-ci, effectivement, ce concept de limite quantique sur le temps est relié à l'énergie. En fait, plus spécifiquement, c'est la mesure qu'on fait en ce moment, c'est on mesure comment la résistance d'un métal augmente quand on augmente l'énergie thermique. On augmente la température, donc on augmente l'énergie thermique, KBT. Et cette énergie thermique-là nous donne cette constante de Planck via quelque chose comme le principe d'incertitude d'Eisenberg. Wow, ça fait beaucoup d'informations, là, c'est fascinant. Si je passe, j'avais un autre point que je m'étais dit que j'aimerais aborder aujourd'hui. Liquide de spin, c'est fascinant comme terminologie, ça aussi. Qu'est-ce que c'est un liquide de spin dans un matériau? OK.
Oui, donc ça, le liquide de spin, là, jusqu'à présent, on a parlé de métaux. Hein. J'ai dit au début, il y a deux catégories de matériaux. Il y a les métaux et les isolants. Puis, jusqu'à présent, on a parlé de métaux, on a parlé des supraconducteurs des métaux, euh, cette dissipation planckienne dans les métals, la résistance dans un métal, mais il y a aussi des isolants. Là, c'est intéressant, les isolants, la charge ne bouge pas, la charge électrique ne bouge pas, il n'y a pas de courant électrique. Mais il se passe des choses par rapport au magnétisme, c'est-à-dire que les électrons ont une charge et un spin. Et ce spin-là peut être localisé sur un site, OK? Mais typiquement, ce qui se passe, quand ben, le spin est responsable du magnétisme. Par exemple, l'aimant qu'on a sur notre frigo, ben ça, c'est un ferroaimant. C'est-à-dire que c'est un matériau dans lequel, à basse température, ben là, dans ce cas-là, la température est au-dessus de l'ambiance, mais quand on refroidit, les spins, ces petits aimants-là sur chaque électron, décident de s'aligner. Toute la gang, s'alignent tous pour former un état magnétique polarisé qu'on appelle ferroaimant, ferromagnétique. L'autre version, c'est antiferromagnétique. Tu peux aussi avoir les spins qui s'anti-alignent. Sur un site, c'est up, sur l'autre spin, c'est down, up, down, up, down. Ça, c'est des ordres magnétiques. Les liquides de spin arrivent quand on prend un matériau qui devrait être antiferromagnétique, qui voudrait être antiferromagnétique, mais qui est frustré pour différentes raisons. La plus simple, c'est pour des raisons géométriques. Parce que si on imagine qu'on a un carré, on a 4 atomes, si on a un spin sur un atome, mettons en haut à gauche, ben, lui va favoriser l'alignement antiparallèle sur l'atome de chaque côté, et même chose en bas ici. La question, c'est bien, le quatrième, lui, comment il va satisfaire la direction antiparallèle? Sur un carré, il n'y a pas de problème, tout marche bien, tac, tac. Sur un triangle, si on a un réseau triangulaire, ça c'est possible d'avoir des. Mais là, ça ne marche plus parce qu'il y a 2 spins qui peuvent être antiparallèles, mais le troisième, il ne peut pas l'être antiparallèle par rapport aux 2 autres. Donc, tout bêtement, on voit qu'il y a une frustration dans l'arrangement des spins. Puis ça, cet état frustré-là peut donner lieu à un nouvel état de la matière qui s'appelle un liquide de spin. Donc, le mot liquide, il ne faut pas penser que ça coule, c'est juste que ça fluctue, en fait. Ça ne se fige pas dans un ordre périodique, un peu comme la glace, c'est un ordre, une version périodique ordonnée, figée de l'eau. Là, c'est quelque chose de désordonné magnétiquement. Puis justement, c'est un des domaines où il y a le plus de promesses de trouver des nouveaux types de quasi-particules, des nouveaux types d'excitation qui pourraient avoir des propriétés nouvelles, intéressantes, potentiellement utiles. OK, donc c'est à investiguer pour trouver, dans le fond, les utilités, là, parce que depuis le début, on voit qu'il y a de la recherche fondamentale en amont, puis éventuellement, il y a, en découle souvent, peut-être pas dans tous les cas, mais souvent même des applications dans la vie de tous les jours. Là, tantôt, les semi-conducteurs qui mènent aux transistors ont été mentionnés, donc évidemment, un exemple éloquent. Donc, ce que je comprends, c'est que dans les liquides de spin, les applications sont encore à trouver, à développer là, pour voir comment on peut tirer bénéfice d'éventuellement, bon, non seulement la compréhension, mais le contrôle de ces phénomènes quantiques-là. Tout à fait. Donc, quand on se demande les matériaux quantiques, ça pourrait donner quel genre d'application, ben, il y a peut-être deux types d'applications qui viennent à l'esprit basés sur les exemples que j'ai donnés. Donc, déjà, la supraconductivité, ça sert déjà, c'est-à-dire que les scanners, les IRM, l'imagerie par résonance magnétique dans les hôpitaux, qui permettent de faire un scan du cerveau, par exemple, utilisent des champs magnétiques qui sont générés par des grandes bobines de fils supraconducteurs. Parce que donc, avec un courant, un petit courant qui ne coûte rien parce qu'il n'y a pas d'énergie de dissiper, on peut générer un champ magnétique qui permet de faire cette imagerie-là. Donc, ça, c'est les supraconducteurs conventionnels qu'il faut refroidir très, très, très froid, qui sont à base de niobium, d'habitude, des alliages de niobium. Bon. Si on va dans la prochaine génération des applications des supraconducteurs, là, on utilise les cuprates, donc les fameux oxydes de cuivre là, qui ont des TC et des températures critiques beaucoup plus élevées. Donc, au lieu de refroidir dans l'hélium liquide, qui est quand même très coûteux,
c'est ce qu'on fait dans les hôpitaux en ce moment avec les alliages de niobium. Là, on peut refroidir simplement avec de l'azote liquide, on dit de l'air liquide, beaucoup moins coûteux. Et là, il y a des applications intéressantes, entre autres en termes d'énergie verte. Donc, par exemple, l'éolien. L'énergie éolienne est quelque chose qu'on veut développer, mais on ne veut pas mettre des éoliennes dans sa cour. On ne veut pas les mettre nulle part, on ne veut pas les voir. Une place où on pourrait les mettre dans la mer, les mettre dans la mer. Il y en a du vent dans la mer, puis il n'y a personne là. Mais si tu veux les mettre dans la mer, il y a toute la question de la stabilité. C'est haut, c'est énorme. Puis il s'avère que juste le fait d'utiliser un fil supraconducteur dans la turbine qui est en haut, qui génère l'électricité, au lieu d'un fil de cuivre, tu vas chercher la même efficacité pour 5 fois moins de poids. Ou à l'inverse, à poids égal, 5 fois plus d'efficacité. Juste parce que tu as besoin d'un tout petit fil de rien pour transporter la même électricité, le même pouvoir, la même puissance qu'un plus gros fil de cuivre. Donc ça, c'est des applications qui sont en fait en ce moment en train de se faire, qui utilisent les cuprates. Si on va un petit peu plus loin, plus futuristique, le solaire, on voudrait peut-être mettre des panneaux solaires dans le milieu du Sahara où ça ne dérange personne, sauf qu'il n'y a personne qui a besoin d'électricité dans le Sahara, à tout fin pratique. Si on veut cette électricité-là pour l'Europe, ben, il faudrait l'amener en dessous de la Méditerranée. Puis là, ben, comment tu fais ça? Il n'y a pas de ligne de haute tension qui vont flotter sur la Méditerranée. Donc là, on parle des autoroutes d'électricité, un peu comme des fibres optiques, qui transportent de l'électricité, donc en DC, sans perte d'énergie, qui passe en dessous de la Méditerranée, qui pourrait être faite de fils supraconducteurs à base de cuprate. Il faut encore les refroidir à l'azote, par exemple. C'est coûteux. Si on avait un supraconducteur à l'ambiance, ce serait la révolution claire et nette. Fait que ça, c'est côté supraconductivité. Côté liquide de spin, ou plus généralement, côté nouveau type d'excitation, nouveau type de quasi-particules. Il y a des quasi-particules qui ont des propriétés qu'on appelle topologiques, qui les rendent robustes à ce qu'on appelle les phénomènes d'incohérence, de décohérence. Parce que, par exemple, les qubits, là, qui sont le nouveau bit qu'il faut faire dans l'ordinateur quantique, ça c'est génial, mais la faiblesse d'un qubit, c'est il perd son côté quantique quand il y a une décohérence, quand il interagit trop avec son environnement. L'environnement peut le perturber, puis lui faire perdre ses propriétés quantiques. Et ça, il y aurait des nouvelles propositions de qubits plus robustes qui sont basées sur des particules à caractère topologique qu'on est en train d'essayer de trouver, d'identifier dans des liquides de spin, par exemple. Et ça, si on parle de recherche, ça, c'est blue sky. Là. On est loin. On est loin, mais... Donc, est-ce que c'est là qu'on parle des fermions de Majorana, entre autres? Oui, OK, tu connais ça. Ça, c'est pas mal avancé, ça. C'est ça. Donc, les fermions de Majorana, c'est un candidat possible. C'est une particule qui est théoriquement possible, prédite dans certains modèles théoriques. Puis là, la question, c'est est-ce qu'on peut concrétiser ce modèle théorique dans un matériau? Il y a des matériaux qui sont très proches de le concrétiser. Dans ces matériaux, on essaie de faire des mesures pour voir, y a-t-il vraiment des fermions de Majorana ou pas? C'est très actuel, il y a beaucoup de débats là-dessus, beaucoup d'intérêt pour ça. C'est un des domaines à Sherbrooke, entre autres, qu'on fouille là, avec les collègues. Ouais. Wow, génial. J'aurais le goût tranquillement d'aller vers les questions des gens qui sont à l'écoute. Donc, si vous êtes intéressé à poser des questions, vous pouvez aller dans les questions-réponses, là, commencer à mettre vos questions là. Si on y va, bon, il y en a qui datent d'il y a quelques minutes déjà, on va revenir en arrière là, un tout petit peu. Si on parle de la dualité, là, onde-particule des électrons, par exemple, il y a une question qui est comment une onde peut avoir une masse. Bon, là, on parlait de l'électron dans ce cas-là, il peut y avoir d'autres particules, évidemment, mais prenons le cas de l'électron. Comment on peut s'imaginer que ce soit conciliable? Oui, c'est une très bonne question. Il y a des ondes qui ont de la masse, puis il y a des ondes qui n'ont pas de masse. Donc, par exemple, la lumière, c'est un super exemple. La lumière, on pense à la lumière peut-être d'abord en termes d'onde, mais c'est aussi une particule, hein, on appelle le photon. Donc, le photon, c'est la particule, c'est le quantum de lumière, c'est la particule associée à l'onde lumineuse qui est décrite par une longueur d'onde qui donne sa couleur, par exemple. Et donc, le photon est une particule, mais sans masse. Donc, ça, c'est un exemple d'onde particule sans masse. Les électrons, eux, ont une masse, sont une onde, eux autres aussi.
Mais un autre exemple peut-être plus évident, c'est que le son, c'est une onde qui est massive. Donc, c'est une onde dans la matière, le son. Donc, s'il n'y a pas de matière, dans l'espace, il n'y a pas de son, parce qu'il n'y a pas de matière. C'est une onde de matière. Donc, c'est possible d'avoir une onde avec laquelle il y a une masse associée, effectivement. Et le son est quantifié aussi, en fait. Le son, il y a un quantum de son. Le quantum de son, c'est un phonon, hein, comme dans phonétique. Puis les phonons ont une masse. Ont une masse et ont une vitesse. OK, OK, c'est bon. Autre question, est-ce qu'on peut lier la charge fractionnaire des électrons dans un matériau 2D à la charge fractionnaire des quarks? Ouh, le nombre 3! Le seul lien, c'est le nombre 3. Mais c'est vrai que c'est fascinant. Donc, après, moi, j'en vois pas. Peut-être qu'il y a des gens qui. Il y a peut-être un lien presque ésotérique à faire, mais c'est vrai que ça ramène quand même au côté fascinant de cette. Tu sais, je parlais des paires de Cooper. Tu sais, les électrons se mettent en paire. Aïe, aïe. Tu sais. Mais tu sais, on pourrait dire, là, paire, c'est à peu près l'affaire la plus simple qu'ils peuvent faire. Pourquoi pas des trios, des triades? Pourquoi pas à 4, à 5? Tu sais, finalement, on sent qu'on n'a pas tout exploré. Là. Puis cet aspect de tiers de la charge, qui est vraiment confirmé là, théoriquement et expérimentalement, c'est cette fractionnalisation est fascinante. Puis il y a beaucoup d'exploration de d'autres possibilités. Il y avait des théories, par exemple, dans le contexte des cuprates, où il y avait une fractionnalisation de l'électron entre une charge sans spin et un spin sans charge. Un des attributs, un électron, ça a une charge et un spin et une masse. Puis là, ben, on splitait ça en deux. Par exemple. Donc, fractionnalisation spin-charge. C'est une des théories, par exemple, qui était évoquée. Mais non, moi, je vois, en ce moment, personnellement, je ne vois pas de lien avec les quarks. OK, puis tu nous parlais de cuprate. On a une question qui est par rapport à c'est quelle couleur un cuprate? Ah, ben, c'est comme beaucoup des métaux. Hein, la lumière ne passe pas, donc c'est noir, gris. Ça n'a pas une belle couleur comme certains isolants. Les gens qui travaillent avec les isolants, ils ont plus des cristaux de belles couleurs. Les cristaux métalliques sont toujours gris, mais leurs cristaux à eux peuvent être bleus, peuvent être verts. C'est toutes sortes de belles couleurs. Euh, mais ceci étant dit, si ça vous intéresse, je pourrais trouver une façon de mettre une photo d'un cristal de un de mes matériaux préférés. Son petit nom, c'est Ibacuo. Ibacuo, c'est YBACUO, donc yttrium, barium, cuivre, oxygène, dans des proportions de 1, 2, 3, 7. Ça c'est un sacré matériau. Ça, c'est un des meilleurs superconducteurs qui existent et qui peut être fait et dont les cristaux peuvent être extrêmement purs. Et, on a collaboré, ça m'amène à un de mes dada, comme vous aurez compris avec l'introduction, c'est que j'essaie beaucoup de développer la collaboration à toutes les échelles, en fait. Puis ça, c'est un bel exemple de collaboration internationale. D'abord nationale, avec un groupe à Vancouver, à UBC, l'Université de Colombie-Britannique. Il y a un groupe, donc ce groupe-là, au Canada, qui a été celui qui a fait les meilleurs cristaux d'Ibacuo, qui est un peu le prototype là, des cuprates. Et tellement bons, ces cristaux-là, que c'est dans ces cristaux qu'on a, pour la première fois, observé les fameuses oscillations quantiques que j'avais vues dans l'uranium platine 3 des années avant. Mais là, on les a observées dans Ibacuo, dans ces cristaux-là d'Ibacuo, en collaboration avec Cyril Proust, un collègue en France à Toulouse, qui, lui, est un maître des champs magnétiques intenses. Donc là, on voit un peu se dessiner la raison profonde pour la collaboration internationale, collaboration en général, c'est que nous, on avait cette idée on voulait explorer en fait comment on passe d'un isolant à un métal, comment ça marche cette affaire-là, cette transition-là, mais il y avait la supraconductivité d'un genre. On avait l'isolant à gauche, le métal à droite, la supraconductivité entre les deux. Nous, on voulait vraiment juste regarder métal isolant. Comment ça se franchit, cette transition-là? Il fallait supprimer la supraconductivité. Puis il s'avère que pour faire ça, on utilise des champs magnétiques. Et là, parce que la supraconductivité est très forte, ça prend des champs magnétiques très forts.
Puis les plus grands champs magnétiques qu'on peut obtenir, ben, on les a à Toulouse, puis à une couple d'autres laboratoires nationaux dans le monde. Là. Ça, c'est une collaboration donc, avec un groupe canadien à UBC à Vancouver, qui font des matériaux, des super cristaux de cuprate. Notre groupe, il avait eu cette idée-là d'explorer cette région-là. Puis Cyril Proust en France, qui est un expert, là, des champs magnétiques intenses. Donc, on Puis parle comment ça s'initie une collaboration internationale comme ça? C'est vraiment en allant chercher les expertises de chacun des groupes ou il y a d'autres façons, c'est-à-dire est-ce que c'est en congrès internationaux ou là c'est par hasard ou comment c'est? Parce que je pense que ça prend quand même une bonne importance là, dans ta recherche, là, justement cette notion de collaboration. ah, ben, c'est fondamental. Hein? Puis c'est intéressant parce que la science, comme le sport, c'est compétitif. Tu sais, les équipes veulent toutes être les premiers à trouver la plus grosse, à faire la plus grande découverte, etc. Donc, il y a un côté compétitif qui pourrait mener à un refermement sur soi. Mais en fait, c'est aussi collaboratif. C'est toute c'est une danse, un équilibre. Puis, si on veut pousser plus vers le collaboratif, il faut en fait créer une culture de collaboration. Puis moi, je suis très fier du Canada dans ce sens-là, où on a vraiment créé cette culture-là au fil des années, beaucoup grâce à cet institut, l'Institut canadien de recherche avancée, CIFAR, dont tu parlais au début, qui existe depuis plus de 30 ans, qui crée des programmes sur le long terme, qui rassemble des gens de partout au monde qui veulent se concentrer sur certaines grandes questions, puis qui deviennent en fait des amis, puis des collègues très proches où on crée une atmosphère là, de confiance, d'allégeance. Et là, on le voit, le fruit de la collaboration, on s'ouvre sur nos idées, on fait confiance aux autres, on embarque dans des collaborations. Puis... Donc ça, c'est un mécanisme. Je dirais qu'à Sherbrooke, ben, l'IQ, l'Institut quantique qui a été créé il y a quelques années, localement favorise beaucoup ça les collaborations, entre autres, un peu, un peu à l'interface entre le domaine dont on parle aujourd'hui, matériaux quantiques, et le domaine dont on parle souvent aussi, info quantique. C'est un peu deux sous-domaines, puis l'IQ s'est donné le mandat de favoriser les interactions, les collaborations entre les deux sous-domaines. Puis c'est vraiment le fun, c'est en train de se faire, là, c'est très excitant, parce qu'il y a des outils, mettons, expérimentaux, qui sont développés, par exemple, par un collègue à moi, Bertrand Relais, lui, qui n'ont jamais été appliqués aux matériaux quantiques. Ce sont des outils qui ont développé du côté info quantique, qui amènent quelque chose de complètement nouveau sur la façon d'étudier les électrons dans les matériaux quantiques. Il y a des outils théoriques aussi. Beaucoup d'outils théoriques sont développés du côté info quantique, qui sont en train de se faire appliquer du côté matériaux quantiques, comme par exemple un de nos nouveaux profs, Stéphanos Courtis, c'est un de ses intérêts. Là, ça, c'est très prometteur, puis c'est favorisé à l'interne, à l'Institut quantique. Puis finalement, ben, un autre axe qu'on essaie de développer de plus en plus au niveau de la collaboration internationale, c'est avec la France. Et Sherbrooke, c'est une petite université francophone dans un grand monde anglophone. Et donc, nous, c'est clair que la France est un de nos partenaires privilégiés. Puis on est en train de mettre sur pied là, un laboratoire CNRS à Sherbrooke qui s'appelle le Laboratoire Frontières quantiques, qui va justement beaucoup favoriser les partenariats avec les chercheurs français. Parfait. Retournons aux questions, des questions-réponses. On a quelqu'un qui nous demande, avez-vous déjà entendu parler des études de Tesla qui supposément peuvent faire voyager l'électricité dans l'air? Non, Non? je ne suis pas au On, courant. on va donc passer à la prochaine question. La dissipation planckienne peut-elle être observée dans des conditions ambiantes? Ah, ça, c'est une très bonne question. En fait, euh, ça revient un petit peu à la question, à la définition de dissipation planckienne. À la base, la manifestation en laboratoire, c'est une résistivité du métal qui est linéaire en température. Donc, on parle de résistivité linéaire ou linéaire en température. Puis ça peut être observé à l'ambiance, en fait, cette résistivité linéaire, mais il n'y a pas à mon avis, il n'y a pas de lien avec, parce qu'on peut voir ça dans le platine, par exemple, dans un métal assez ordinaire. C'est il y a une physique qu'on comprend assez bien, pas complètement, mais qu'on comprend, en tout cas, qui est plus conventionnelle, qui explique cette résistivité linéaire à l'ambiance. Nous, c'est plus dans la limite T égale 0.
là où c'est vraiment intriguant et que ça brise la théorie standard des métaux, ça n'obéit pas à la théorie standard des métaux, c'est dans la limite des très basses températures où on comprend très bien comment les interactions entre électrons devraient donner lieu à une résistance qui varie comme le carré de la température. C'est la fameuse théorie des liquides de Fermi qui explique plein de propriétés bien comprises des métaux. Mais là, c'est ça, il y a des métaux qui ne font pas ça pantoute, qui, au lieu d'être en T carré, c'est linéaire en température, mais parfaitement. Puis nous, on a poussé ça à des millidegrés du zéro absolu, puis ça fait juste continuer d'être parfaitement linéaire. Ça fait quand même plusieurs années que moi, ça me fascine complètement. J'adore ça parce que c'est tellement simple. Si tu vois, c'est tellement simple, puis c'est tellement directement contradictoire avec la théorie qu'il faut qu'il y ait un nouveau concept. Puis à mon avis, fondamental et profond. C'est pas juste un truc d'accidentel, de différents paramètres que tu bidouilles, c'est pas ça. Parce qu'on le voit dans différents matériaux, c'est parfaitement linéaire. Fait que ça touche à quelque chose de fondamental et universel, à mon avis, qui a l'air d'être en lien avec une limite Planckienne. Hmm. Merci. Dernière question qu'on a ici. Est-ce que vous pensez que les supraconducteurs pourraient réfléchir les ondes gravitationnelles dans le monde réel? Oh. Le seul lien entre les supraconducteurs et les ondes gravitationnelles que je pourrais voir, c'est que peut-être que les supraconducteurs pourraient servir à raffiner la détection d'ondes gravitationnelles, mais la question telle que posée, je ne vois pas de réponse. C'est bon, mais en même temps, je suis content de voir qu'il y a il y a encore des questions non résolues Oui, et mais c'est puis que. bien. Il n'y a rien comme une question qui te fait vraiment, qui te débarque de ta logique habituelle. On tombe dans des réflexes habituels. Puis moi, c'est ce que j'adore de travailler avec des étudiants, c'est que les étudiants arrivent avec toutes sortes de questions. Tout est possible pour eux autres. Puis, ils posent des questions qui te font dire, attends, t'es sur le point d'éliminer la question du revers de la main. Tu te dis, attends, c'est-tu vrai, ça? Ah, mais écoute, on va regarder. Tu sais. C'est le fun, ça. Tu regardes puis tu trouves quelque chose de quasiment à chaque fois. Quelque chose de nouveau. L'autre chose qui est géniale des jeunes étudiants, c'est que tu les mets sur un projet très ambitieux, puis peu probable, puis ils se lancent là-dedans. Là. Ah ouais, let's go, on l'essaie. Il y a un enthousiasme là, complètement génial. Complètement génial. Ben, parlant de génial, Louis, merci beaucoup pour cet entretien aujourd'hui. Ça a été vraiment fascinant d'échanger. Ce soir, tu es au Bistro Brain de l'Université de Sherbrooke à 19 heures. Il y a le lien qui est mis dans la section conversation là, de la rencontre actuelle si vous êtes intéressé. Donc, j'imagine que tu poursuis la discussion sur les matériaux quantiques et donc à l'intérieur de cette activité-là. Encore une fois, oui, je m'excuse, vas-y. En fait, le focus va vraiment être sur la supraconductivité. Donc là, on va OK. parler plus en détail de ce que c'est, puis ses propriétés, puis ses applications. Ah, donc, creuser sur la supraconductivité ce soir pendant ce Bistro Brain à partir de 19 heures. Sinon, ben, vous avez toujours le lien vers l'inscription à Curieux Quantique qui est toujours dans la section de conversation. Et sur ce, ben, merci beaucoup, Louis, et puis à bientôt. Avec grand merci, Justin. C'était vraiment le fun. À la prochaine.